Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Davirigo et Emmanuel Raibel. Je vais rapidement les présenter. Donc, Cécile Davirigo est directrice de recherche au CNRS. Elle préside la Société française de musicologie depuis juin 2018. Et elle a également dirigé l'Institut de recherche en musicologie, l'IREMUS, jusqu'en 2018, ainsi que le Collegium Musicae de Sorbonne Université. À noter qu'elle coordonne le réseau Épistémuse des musicologies francophones. Ses travaux plus personnels s'inscrivent dans le domaine de l'édition musicale critique, de la musicologie numérique, du plain chant et de la musique d'église à l'époque moderne. Emmanuel Raibel, quant à lui, est professeur de musicologie à l'université Lyon 2. Il est également membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialisé dans l'esthétique romantique et l'étude des discours sur la musique. Il a publié plusieurs ouvrages sur ces questions. Et à noter également qu'il dirige actuellement le programme Dicteco, qui est consacré aux écrits de compositeurs. Voilà, donc Cécile Davirigo et Emmanuel Raibel nous proposent une intervention intitulée « La SFM, une société centenaire pour relever les défis de la recherche mondialisée au XXIe siècle ». Merci beaucoup, Nathalie. Donc, notre communication en 3 parties est le résultat d'un travail en grande partie collectif qui s'est élaboré de la manière suivante. Donc, dans la première partie, je présenterai un bilan des récents travaux issus des 2 derniers numéros de la revue de musicologie, consacrés à son histoire intellectuelle, en m'appuyant très largement sur les textes introductifs produits par les éditeurs scientifiques de ces 2 volumes, Yves Balmer et Hervé Lacombe. En partie 2, nous vous ferons part, avec Emmanuel Raibel, de nos réflexions sur l'état actuel de la musicologie en France. Celle-ci émane de nos positions et expériences respectives dans des instances d'évaluation pour Emmanuel, c'est-à-dire au CNU, et puis surtout depuis 3 ans à la section 35 du Comité national, section interdisciplinaire où s'inscrit la musicologie au CNRS. Et pour ma part, au travers de mes récentes fonctions de direction que vient de rappeler Nathalie, donc d'un laboratoire et d'un gros centre qui est le collégium interdisciplinaire, qui est le collégium Musicae. J'ajoute que Emmanuel et moi avons pour point commun aussi d'avoir été ou d'être encore des acteurs dans les instances de la SFM et de sa revue. Et enfin, en 3e partie, ce sera le lieu de dresser un état actuel des instances de publication de la SFM, avant de conclure par une présentation du projet que j'ai présenté lors de mon élection à la présidence par le CA en juin dernier, dans son état d'avancement actuel, c'est-à-dire issu des réflexions dont il a fait depuis l'objet avec les membres du conseil d'administration de la SFM. À l'occasion des célébrations de son centenaire en 2017, la Société française de musicologie a entrepris de se pencher attentivement sur les conditions de son émergence il y a 100 ans et sur les constantes et les évolutions qui, à travers sa revue, ont caractérisé cette communauté de musicologues français sur le plan disciplinaire. Il faut saluer Yves Balmer et Hervé Lacombe pour avoir proposé, pensé et coordonné cette investigation en profondeur, menée avec 70 collaborateurs français et étrangers, à travers les 2 derniers numéros consacrés à l'histoire intellectuelle de la revue de musicologie. Soulignons qu'il s'agit d'une démarche inédite pour la musicologie et assez unique dans le paysage scientifique, puisque seul le centenaire de la NRF, Nouvelle Revue Française, revue mensuelle de littérature et de critique, a fait il y a une dizaine d'années l'objet de travaux comparables sous forme de copiés exacts de colloques. La pertinence d'une telle étude pour la communauté musicologique française actuelle tient dans le fait que la revue de musicologie, classée A actuellement au classement européen des revues ERI, reste le périodique français le plus diffusé sous son format papier à travers les quelques 420 bibliothèques abonnées de par le monde. Cette diffusion s'est encore amplifiée depuis plusieurs années par son accessibilité sur le portail JSTOR et plus récemment celui du RILM. Qu'on le veuille ou non, donc, la revue de musicologie continue aujourd'hui de représenter la musicologie française dans le monde. L'ambition de cette étude est historiographique et elle vise à la production d'un bilan réflexif.
Les 230 livraisons du bulletin puis revue de musicologie ont ainsi été constituées en sources, soumises à une lecture critique des pratiques disciplinaires dont elle est le fruit. Il s'agit en somme de décrire et d'évaluer la fabrique de la musicologie à l'échelle de la communauté savante qui s'est regroupée durant un siècle autour de la SFM et de sa revue. Partant de là, les articles sont distribués en 8 chapitres dans les 2 volumes. Donc, le premier volume propose un regard sur l'émergence de la musicologie française autour du moment clé que représente la double création de la SFM et de son organe de diffusion. Il s'intéresse ensuite à la fabrique du savoir en considérant les différentes rubriques de la revue, de leur matérialité et leur fonctionnement institutionnel. Puis il se termine par un panorama de la cartographie des interactions internationales de la revue. Le second volume offre un examen approfondi sur la longue durée du savoir musicologique dans la revue de musicologie. L'archéologie des méthodes de la musicologie qui y sont produites permet par ailleurs de dégager les fondations profondes sur lesquelles, malgré sa diversité, cette communauté de la SFM s'est bâtie. La fondation de la Société française de musicologie est le résultat d'un long mouvement d'évolution de la musicographie au cours du XIXe siècle, qui coïncide avec le mouvement général de structuration des disciplines académiques au tournant du XXe siècle. Il s'agit alors de définir et développer une véritable science de la musique et d'en fixer les procédures qui la distingueront des divers discours sur la musique qui ont précédé ou qui continuent de coexister. La fondation de la SFM en 1917 s'inscrit dans un contexte particulier de guerre, à un moment où il n'est plus possible d'envisager une reprise des activités musicologiques françaises unifiées dans la dynamique internationale, ainsi que l'avait initié la revue musicale CIM portée par Jules Écorcheville. Ce changement de cap se cristallise donc à travers 2 projets émergents concurrents, celui de la création de la revue musicale portée par Henri Prunière et celui de la constitution de la SFM et de son organe de diffusion porté par Lionel de la Laurencie. La naissance de la SFM est ainsi marquée par un objectif commun à ces 2 projets concurrents, celui d'un double désir de nationalisme et d'internationalisme qui teinte ainsi les fondements de ce qui constitue le lieu de rassemblement d'expression le plus durable des musicologues français. Dès le départ, ainsi que l'affirme le texte en ouverture du premier numéro de ce qui s'appelait alors Bulletin de la Société française de musicologie, la SFM a défini son but comme l'étude de l'histoire de la musique et des musiciens, de l'esthétique et de la théorie musicale, et prévoyait de publier des documents, textes et travaux de toute nature concernant la musicologie. Pour les fondateurs de l'association, l'aspect généraliste de cette entreprise pouvait, semble-t-il, s'entendre à plusieurs niveaux. Au niveau chronologique, toute période est susceptible d'être abordée, à l'exception de la culture contemporaine, j'y reviendrai. Catégoriel, tout genre de musique à droit de cité, et intellectuel. Aucune approche, aucune méthode n'est a priori écartée. Toutefois, les études menées dans le cadre de ces 2 numéros établissent que les restrictions par rapport aux ambitions premières furent nombreuses. Nous allons voir pourquoi. La revue de musicologie constitue un cas unique, le cas unique d'un périodique portant un discours sur la musique à avoir traversé tout le XXe siècle. Comme le soulignent Yves Balmer et Hervé Lacombe, son positionnement le plus caractéristique et qui explique aussi sans doute en partie sa longévité fut de se distinguer d'emblée des périodiques relatant l'actualité de la vie musicale. La revue a pu ainsi se constituer rapidement comme un journal de chercheurs et à ce titre a contribué en grande partie à la construction de la communauté musicologique française. Il n'est pas le seul naturellement, mais sa continuité quelque peu imperturbable a sans doute permis de consolider l'identité musicologique française que les ouvrages et éditions critiques produits en parallèle par la SFM ont également conforté. Ces éléments qui ont fait sa force ont toutefois incontestablement constitué aussi ses limites. L'histoire de la constitution de la SFM montre que ses fondateurs et leurs successeurs ont revendiqué sous le nom de musicologie et fondamentalement issu des méthodes d'érudition héritées du XIXe siècle. La SFM et sa revue s'engagent donc essentiellement dans une voie historienne et documentaire qui va le rester durablement.
Pour le dire vite, avec Jean-Claude Dion, l'un des auteurs des volumes, la revue se montre dans ses premières décennies d'existence d'emblée et pour longtemps française dans ses objets, 18e dans sa période de prédilection, avec François Couperin comme héros, et érudite dans son obsession du document authentique et sa quête de rigueur philologique. On ne se plaindra pas toutefois que la rigueur ainsi cultivée ait permis que se constitue très tôt une solide école française spécialisée dans le domaine de l'édition critique, dont on peut encore aujourd'hui mesurer les effets à travers les grands chantiers internationaux d'édition critique de musique et de texte qui sont menés par et avec des musicologues français. Il n'en reste pas moins que si la SFM n'a guère accordé de place à la théorisation et à la conceptualisation et n'a pas toujours élargi et renouvelé ses objets et ses problématiques, ses méthodes et ses grilles de lecture, c'est probablement qu'elle a suivi dès ses origines une démarche dont la pertinence relevait pour ses membres de l'évidence. Cette démarche s'est imposée car elle procédait d'un habitus intellectuel lié à un corps professionnel dominant, les bibliothécaires, et à des auteurs formés ou orientés dans le même sens. C'est ainsi maintenu durant plusieurs décennies une recherche majoritairement tournée vers la découverte et la présentation de sources, l'exploitation d'archives et l'établissement des faits. La musicologie telle qu'elle se donne à voir dans les premières décennies de la revue est scriptocentrique, en ce sens qu'elle vise l'écrit rare, le témoignage oublié, la source inconnue avant même de s'intéresser à son éventuelle dimension musicale. Du fait de la domination de l'approche historienne, la revue a accordé une place moindre à certains autres domaines d'études de la musicologie qui paraissent du coup se situer en marge de la musicologie comprise dans ce sens strict. Il s'agit par exemple d'approches méthodologiques de la musique ou des pratiques musicales, analyse et théorie ou esthétique. Il s'agit aussi d'objets sortant du focus principal du canon de la musique européenne savante, écrite, comme les musiques traditionnelles, le jazz, les musiques improvisées, et induisant des méthodes propres ou des approches issues d'autres champs disciplinaires comme l'iconographie. Toutefois, bien qu'étant chacune minoritaire, ces contributions n'en forment pas moins un ensemble numériquement important et elles participent indéniablement de la perception de la revue de musicologie comme d'une revue effectivement généraliste dont aucun sujet et aucune méthodologie ne sont a priori exclus. Ce qui est l'occasion de dire que c'est toujours, et peut-être enfin et plus que jamais, actuellement une réalité. Enfin, la volonté de rompre sciemment avec la critique et le monde musical contemporain, si elle a sans doute évité à la revue de musicologie de se laisser happer par les contingences qui auraient pu la détourner de son cœur de recherche, elle a aussi, de là, généré une sorte de barrière infranchissable, plus ou moins consciente, encore palpable aujourd'hui. La permanence et la domination de la posture historique et du déchiffrage documentaire expliquent aussi qu'au cours de sa longue histoire, la revue de musicologie ait été contestée ou confrontée à des projets divergents, face auxquels elle a pu même parfois être considérée comme un contre-modèle, que ces projets nouveaux soient liés aux nouvelles orientations de la musicologie, ainsi en particulier lorsqu'il s'est agi dans les années 1970 d'intégrer la recherche sur les répertoires contemporains, ou que ces nouveaux périodiques viennent combler ce qu'ils considéraient comme une lacune méthodologique sur l'analyse par exemple. Mais plus naturellement aussi, l'évolution même de la musicologie vers une spécialisation accrue de ces différents champs d'études a encouragé le développement de nouveaux périodiques et de nouvelles sociétés savantes. Nous en sommes l'illustration même aujourd'hui. On dira finalement, avec Yves Balmer et Hervé Lacombe, que l'évolution des méthodes et procédures scientifiques employées par les auteurs publiés dans la revue de musicologie ne décrit en aucun cas un mouvement linéaire et continu qui se déploierait vers la conquête progressive de nouveaux champs et objets ou l'usage de nouvelles théories. Au contraire, on observe un mouvement de balancier au plan historiographique, non pas en forme de rejet générationnel, comme il est courant dans la vie intellectuelle de nombreuses disciplines, mais selon un processus de resserrement directement lié à l'expansion disciplinaire de la musicologie elle-même au cours du XXe siècle. Force est de reconnaître que la curiosité intellectuelle des fondateurs de la SFM fut parfois plus vive et leurs idées plus originales que celles de leurs successeurs de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc nous voici aujourd'hui confrontés à un nouveau tournant épistémologique
qui nous ramène à une situation finalement un peu comparable à celle des fondateurs de la SFM, et à devoir définir les nouveaux contours et spécificités de la musicologie. Nous vous proposons donc, Emmanuel et moi, d'initier l'analyse en vous soumettant nos quelques réflexions suivantes. Donc Emmanuel va commencer avec une question de définition ou de délimitation. Merci, bonjour. L'intitulé de ce symposium, Les sciences de la musique, pourrait laisser penser que la musicologie, qui est bel et bien étymologiquement la science de la musique, ne saurait suffire à décrire la pluralité des méthodes de recherche actuelles. Alors personnellement, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la réduction terminologique qui s'ensuit nécessairement pour le terme de musicologie, comme si finalement cette réduction terminologique sous-entendait que, par exemple, l'analyse ou l'ethnomusicologie, par exemple, se distinguerait fondamentalement de la musicologie. Cela sous-entendrait aussi finalement une sorte d'américanisation du terme de musicologie ou sa quasi-réduction à la musicology au sens, disons, de musicologie historique. Alors bien sûr, et Cécile l'a rappelé, on a constaté un fort tropisme historique dans la tradition de la SFM. Et d'ailleurs, dans le diptyque récent qu'on vient d'évoquer, le chapitre 4, qui est intitulé « Tropisme, historien et goût du document », a exploré les principaux aspects de ce tropisme en montrant comment s'est située la musicologie face au chantier de l'histoire, pour reprendre le titre de l'article de Karine Lebaille. Alors, cette réduction de la musicologie à la musicologie historique n'est pourtant pas souhaitable, n'est pas possible non plus, car on constate actuellement, encouragé d'ailleurs par toutes les politiques scientifiques, un essor de l'interdisciplinarité qui ne cesse de faire dialoguer la musicologie avec les autres disciplines, voire d'élargir le périmètre même de la musicologie. La récente implantation du terme sociomusicologie, par exemple, dans notre vocabulaire, constitue un exemple probant de ce type d'élargissement. Ce n'est pas le seul, puisque la musicologie dialogue aussi avec la philosophie, les études littéraires, la linguistique, l'histoire culturelle, les humanités numériques, bien sûr. De façon plus récente, sont même apparues des interactions scientifiques avec le droit ou l'économie. Les questions de diplomatie musicale, très prisées par les Américains, commencent à intéresser certains chercheurs français. Et il faut aussi noter des collaborations croissantes dans le domaine des relations art-sciences, qui mobilisent le domaine des sciences exactes, la médecine aussi, par exemple, ainsi qu'en témoigne la création toute récente de l'UMR Prisme à Montpellier. Les raisons de cette évolution ne sont pas seulement d'ordre scientifique ou intellectuel, mais elles sont aussi d'ordre institutionnel. À l'heure où les laboratoires en France jouent un rôle beaucoup plus important dans la structuration de la recherche, l'inscription de beaucoup de musicologues français dans des centres de recherche pluridisciplinaires, comme le CESR à Tours ou l'IRIM à Lyon, tend à accentuer largement ce phénomène. Deuxième point, qui est l'élargissement des objets. En effet, si les tropismes socio-historiques perdurent par-delà les sujets d'études, ils sont régulièrement renouvelés aujourd'hui par des perspectives qui intègrent des approches diachroniques ou des approches transnationales qui sont inspirées des derniers tournants historiographiques comme les études postcoloniales ou l'histoire croisée par exemple. Alors, quitte à être un petit peu schématique, on observe partout actuellement un déplacement des interrogations depuis les partitions elles-mêmes vers les pratiques musicales au sens plus large, ce qui contribue à éloigner l'actuelle musicologie du graphocentrisme qui est resté dominant tout au long du XXe siècle. De fait, la recherche musicologique se diversifie en abordant aussi bien des processus créateurs dans des approches génétiques par exemple, mais aussi performance practice et processus de réception ou de diffusion.
Ainsi, les interprètes, les auditeurs, les critiques, les institutions musicales font partie du champ de la recherche musicologique. L'un des champs particulièrement prometteurs dans les années qui viennent, nous semble-t-il, concerne la recherche sur les interprètes, par les interprètes ou avec les interprètes, selon des méthodes qui vont sans doute encore se diversifier. Alors, cette tendance est liée notamment à l'apparition de doctorats de recherche pratique à Paris comme à Lyon, mais aussi plus largement au développement de liens institutionnels ou à l'émergence de divers ateliers de recherche pratique dans certains lieux, comme par exemple la Fondation Royaumont. La revue de musicologie commence tout juste à s'ouvrir à ce champ de recherche, d'ailleurs en s'apprêtant à publier un article sur l'improvisation. On peut peut-être déplorer ce retard, mais en même temps, la revue n'est pas encore, il faut bien le reconnaître, identifiée comme un organe ouvert à cette évolution. Alors, cette prise de champ par rapport au graphocentrisme a entraîné deux mutations récentes de la musicologie. D'une part, on l'a déjà sous-entendu précédemment, une prise en considération du répertoire des musiques populaires qui est aussi la conséquence d'une mutation culturelle. On sait que l'État valorise davantage les cultures populaires, que les universités ont ouvert des postes de musiques actuelles, des sujets de thèse aujourd'hui sont déposés dans tous les domaines des musiques dites populaires, y compris celui de la ciné-musicologie, pour reprendre le terme récemment forgé par Chloé Huvet. Des financements ANR sont aussi désormais accordés dans ce domaine, qui a ainsi acquis une indiscutable légitimité institutionnelle. L'ouverture de la revue de musicologie en la matière n'est pas encore évidente, même si un article s'apprête à paraître par exemple sur les musiques de films d'Henri Dutilleux. La mise à distance du graphocentrisme a d'autre part entraîné une attention nouvelle pour le son dans toutes ses composantes culturelles. La musicologie, rejoignant le concert interdisciplinaire des sound studies dans leur interrogation autour des cultures sonores au sens large. D'autres champs en développement concernent la phonographie, les liens entre musique et identité, que ces identités soient nationales, sociales, genrées, sexuelles, musique et technologie, musique et pédagogie musicale, musique et cognition. On peut finalement donc, Cécile, parler d'une diffraction salutaire des champs de la musicologie. Il y a aussi la question de l'internationalisation sur laquelle je crois tu vas rebondir. Tout à fait. Merci Emmanuel. Donc pour poursuivre cette analyse, j'ajouterais que l'on constate en effet depuis quelques années en France les effets de la mondialisation, ce qu'on pourrait appeler ainsi en tout cas, amplifiés par les encouragements institutionnels qui favorisent la circulation des étudiants et les échanges internationaux. Ils se traduisent plus particulièrement en musicologie par l'intégration dans nos champs d'études de nouveaux corpus, que ceux-ci soient propres à des régions où ils avaient été jusqu'ici ignorés de la recherche, ou qu'il s'agisse de corpus transfrontaliers et ou à la croisée des musiques populaires, traditionnelles et ou savantes. Leur étude contribue à confirmer ce double mouvement de relativisation et de reconsidération de la musique occidentale savante par rapport à la prise en considération de cadres ainsi multipliés et mondialisés. De telles évolutions, telles que nous venons de les relever, ne sont évidemment pas sans conséquences, conséquences qu'on peut considérer comme étant plus ou moins positives selon le point de vue où l'on se place. Donc, l'élargissement significatif des objets d'étude, qui suscite aussi bien souvent la mise en œuvre de nouvelles méthodologies issues du rapprochement avec d'autres disciplines, suppose de la part des chercheurs qui veulent suivre cette voie de suivre des formations multiples. Ce qui, du côté des institutions, n'est pas sans avoir des effets, par exemple sur les définitions de profil de poste, et du côté des candidats, nécessite de choisir un positionnement en se rapprochant à une discipline plutôt qu'à l'autre. Ce qui n'est pas sans avoir des effets non plus sur les révisions des programmes d'enseignement, qui doivent intégrer de plus en plus ces nouveaux sujets et ces nouvelles approches de plus en plus nombreuses.
Dans un tel contexte, donc, de changement profond et rapide, quel rôle une société savante telle que la SFM peut-elle jouer ? En dépit d'aléas liés aux évolutions disciplinaires ou à quelques conflits interpersonnels finalement rares, la longévité de la SFM démontre la constance et la persistance dans le temps d'une large communauté de chercheurs français et francophones rassemblés par un même souhait d'exigence de qualité scientifique. Il convient certainement aujourd'hui de la maintenir et de la faire évoluer de façon réfléchie et concertée. L'un des lieux privilégiés pour cultiver cette réflexion concertée demeure, comme jadis, ses instances de publication. Après avoir évoqué son passé, considérons donc maintenant rapidement le fonctionnement actuel de la revue de musicologie. Son ouverture internationale, tout d'abord, est visible par un comité éditorial volontairement international à parité depuis 1997. Soulignons aussi que les 2 derniers rédacteurs en chef, Yves Balmer et maintenant Louis Delpech, ont été ou sont en poste à l'étranger. De même, les 2 nouveaux responsables de compte-rendu tout récemment élus à cette fonction, Fanny Grébinski et Gaël Saint-Cric, ont suivi eux aussi des formations à l'étranger. Et la revue de musicologie publie de plus en plus d'articles, voire de comptes rendus en anglais. L'ouverture des champs d'études a été, elle, volontairement réaffirmée ces dernières années. Emmanuel vient d'en donner quelques exemples. Ils permettent de rappeler la position par principe généraliste et ouverte de la revue. Il s'agit d'accueillir toutes sortes de travaux et de points de vue sans distinction, si ce n'est celle de leur qualité scientifique. Témoignant de cette confiance accordée aux jeunes chercheurs, on peut souligner que depuis Jean Grébinski, les rédacteurs en chef successifs de la revue sont des trentenaires. 2 colloques en 2008 et 2012 ont été consacrés aux doctorants et jeunes docteurs. Ils ont parfois d'ailleurs permis la constitution spontanée de groupes de jeunes spécialistes. Si l'attention portée à la question de la parité est, comme partout ailleurs, relativement récente, elle se traduit par la parité dans le comité de lecture. Mais on peut aussi relever que la SFM a été relativement exemplaire durant ces 100 années d'existence. Elle a eu en effet à sa tête depuis les années 50 7 femmes présidentes, ce qui représente environ un quart des personnes concernées. Il ne reste plus aujourd'hui qu'à confirmer cette tendance positive en élisant un jour prochain la première rédactrice en chef de la revue. L'ouverture accrue vers la communauté nationale se traduit en particulier par l'organisation de la toute première élection du rédacteur en chef et du responsable des comptes rendus de la revue. Nous les avons souhaités et soutenus avec Yves Balmer à un rythme triennal avec plusieurs objectifs. Solliciter plus largement les vocations, garantir la transparence et renforcer ainsi la légitimité des élus, mais aussi susciter l'émulation et instaurer le principe d'une réflexion générale régulière sur les directions à prendre, avec un comité de rédaction qui fait mémoire, en permettant aussi d'appliquer davantage le CA sur les aspects scientifiques et stratégiques. À ces diverses instances de la SFM s'en ajoute une autre, complémentaire, les publications de la SFM, articulées en 3 séries, pilotées là aussi par un jeune directeur, Nicolas Dufetel. Elle est constituée d'un comité de rédaction de 5 personnes et un nouveau système de renouvellement ou réélection triennale partielle vient également d'être instauré pour le directeur et les membres de ce comité. Grâce à l'attention qu'ont portée donc depuis les dernières décennies les rédacteurs en chef, les présidentes ou présidents, aux outils de diffusion et de valorisation scientifique de la SFM, la communauté qu'elle représente aujourd'hui s'est ainsi donné les moyens de jouer un rôle utile par ses choix, ses suggestions, autrement dit par la réflexion qu'elle sera maintenant plus que jamais, nous l'espérons en tout cas à même, de partager sur ces évolutions disciplinaires. Enfin, et ce sera ma conclusion, la SFM a décidé tout récemment d'amplifier ces moments de réflexion collective par d'autres moyens. Ceux-ci sont englobés par un objectif principal qui est le renforcement du réseau musicologique français et sa visibilité nationale et internationale. Plus concrètement,
Il s'agira de mettre en place dès 2020 un congrès international biennal de la SFM itinérant sur le territoire national. Ouvert à toute thématique, il permettra en outre la valorisation des spécificités et forces des institutions qui reçoivent. Il sera aussi l'occasion d'aborder des questions centrales à débattre sur l'évolution scientifique et institutionnelle de la discipline. Et enfin, relié à l'Assemblée générale de la SFM, il permettra que celle-ci soit directement intégrée au débat scientifique du moment. En alternance avec ce congrès international biennal, nous prévoyons pour les années impaires de poursuivre ces activités itinérantes à travers l'organisation, là aussi conjointe, de journées d'études nationales, laissant une large place aux jeunes chercheurs et jeunes musiciens. Pour renforcer notre visibilité internationale, la SFM proposera régulièrement des candidatures aux appels à communication émanant de l'IMS et des autres sociétés de musicologie de par le monde. Enfin, elle proposera de nouvelles actions fédératrices pour que le dialogue qui s'engage autour des 4 axes qui vont être abordés au cours de ce symposium entre nos 4 sociétés savantes, et comme François Picard, je souhaite que d'autres qui souhaiteraient nous rejoindre nous rejoignent et nous poursuivent le dialogue avec nous. Et cela avec l'accompagnement bienveillant du ministère, ce qui est une chance pour nous, je pense. Je reste donc, comme vous le constatez, profondément convaincue que les cadres de rencontres et de réflexion que l'on s'en donne en commun à chaque niveau de ces actions collectives, à condition de répondre aux principes d'ouverture, au sens fort et complet du terme, sont le meilleur vecteur qui permettra à nos communautés rassemblées autour de la musique d'envisager l'avenir de la recherche et d'anticiper ses effets dans ce domaine. Merci.